Je m'appelle Céleste et j'ai 24 ans. Il y a quelques jours, j'ai emménagé dans un nouvel appartement dans une toute petite ville du sud-est de la France. Une jolie F2 qui borde la Loire. Il était agrémenté de grandes fenêtres qui laissaient passer le soleil tout au long de la journée et son parquet en bois ancien lui donnait un charme qui rendait le lieu très agréable. Ceci devait être un nouveau départ. Oublier ce terrible passé à cause duquel j'avais quitté Paris en laissant tout derrière moi. Du moins, le peu qu'il me restait. Je venais de perdre tous ceux qui m'étaient chers, mon père, ma mère et mes 2 petits frères. Et la vérité, c'est que tout était de ma faute. J'écris ces mots avant de ne plus pouvoir le faire. Je suis assis sur le parquet de bois, les yeux trempés de larmes. Et pour que vous compreniez mon histoire, je dois vous la conter depuis le début. Il y a 3 mois, j'avais invité ma meilleure amie Caroline à venir passer la nuit chez moi. Nous étions toutes les 2 dans la même fac, et comme je ne gagnais pas encore ma vie, je vivais chez mes parents, tout comme elle. Nous suivions ensemble le même cursus en histoire, et ma passion était l'ésotérisme à travers les âges. Nous nous amusions souvent à faire des rituels de magie, des séances de spiritisme. Je dénichais toujours de nouveaux livres. Franchement, nous adorions nous faire peur, et les planches de Ouija, les grimoires d'incantation et de magie remplissaient ma chambre. Et malgré que cela exaspérait mes parents et qu'ils m'aient toujours interdit de pratiquer ce genre de jeu à la maison, c'était notre passe-temps principal. Ce soir-là, j'avais rapporté un nouveau livre d'invocation et j'avais hâte de l'essayer. Il ne nous fallait pas grand-chose, quelques bougies, un peu de terre et un ruban rouge. J'avais tout rassemblé l'après-midi même. Nous avions bu quelques verres, réalisé notre rituel, écouté de la musique et traîné sur les réseaux sociaux comme tous les jeunes de notre âge. J'ai dû m'endormir vers 2h du matin, après avoir pris soin d'éteindre les bougies et couvrir mon ami qui s'était endormi sur le canapé de ma chambre. Je fus réveillé par des bras qui me soulevèrent de mon lit. Un court instant, je vis mon réveil qui affichait 4h20. Je voulus crier, mais lorsque j'ouvris les yeux et la bouche, je me mis à tousser violemment. Mes yeux et ma gorge me piquaient et j'avais peine à respirer. Tout était noir et la chaleur accablante. On me porta à l'extérieur de l'appartement et me mit sur un brancard avec un masque à oxygène. Je l'ôtai presque immédiatement, terrifié de la vision que j'avais devant moi. Notre appartement était en flammes, ravagé, et j'étais la seule à l'extérieur. Ma famille! Je voulus courir à l'intérieur, mais je fus rattrapé par un pompier qui me prit par la taille. Et puis, ce fut le trou noir. Mais avant de sombrer, je crus voir une silhouette à l'intérieur du logement. Elle se tenait debout, au milieu des flammes, immobile. Je me réveillai le lendemain à l'hôpital, où un policier m'annonça que tous les membres de ma famille étaient morts dans l'incendie. Ma meilleure amie, elle, avait été admise au service des camps brûlés. Elle était méconnaissable. Elle ne reparlerait plus jamais. Et elle était aveugle. Le policier termina en me disant que l'incendie s'était déclaré à cause de bougies mal éteintes. Je me pétrifiais sur place, moi qui étais certaine de les avoir éteintes. L'alcool avait dû me jouer des tours. Et j'avais tué toutes les personnes auxquelles je tenais. Tous ceux que j'aimais avaient disparu. Je n'ai jamais eu le courage d'aller voir mon ami. Pas après ce que je lui avais fait. Et même si beaucoup m'ont répété que ce n'était pas ma faute, je ne pouvais le concevoir. J'avais oublié ces bougies, j'avais provoqué l'incendie, j'étais responsable de leur mort. Après les obsèques et les diverses choses que j'avais réglées, j'ai quitté la fac et j'ai quitté ma ville. Je ne pouvais continuer à vivre là-bas. Tout me rappelait mes proches, mon erreur et cette terrible nuit. Me voilà donc devant ce joli petit immeuble. Il me redonnait espoir. Cette petite ville paisible serait peut-être le début d'une nouvelle vie. J'avais prévu de faire le tour des petites annonces pour trouver un travail dès le lendemain et par la même occasion, visiter ma nouvelle ville. J'observais les signes sur le fleuve en poussant la lourde porte d'entrée du hall de l'immeuble lorsqu'elle frappa fortement sur quelque chose. Je sursautai quand je vis que je venais de cogner le crâne d'un homme avec. Il tenait sa tête entre ses mains en laissant échapper de petits gémissements de douleur. Ah, pardon. Je suis vraiment navrée, je ne vous avais pas vu. Lui lançai-je, désolé. L'homme baissa alors ses mains en marmonnant un petit « Ce n'est pas grave ». Si sa voix me parut angélique, ce ne fut rien comparé à ce que je ressentis lorsqu'il dévoila son visage. Il devait avoir 25 ans. Jamais je n'avais contemplé pareille merveille. Je n'avais jamais trouvé un homme si beau. Ses yeux étaient d'un vert presque surnaturel. Sa peau hâlée et ses cheveux châtains lui donnaient un air si mystérieux, un charme, une beauté à faire offense aux dieux. Je restais subjugué, complètement paralysé. J'en oubliais même un instant toute ma souffrance, tous mes problèmes, comme si sa seule présence effaçait tous les maux de mon âme. Il me lança simplement un bonne journée avant de sortir de l'immeuble et de disparaître au coin d'une rue. Moi, j'étais toujours bloqué sur place, complètement hypnotisé par cet homme.
Je repris mes esprits lorsque la concierge m'interpella. Vous êtes Céleste ? Je fis un bond en balbutiant un « Oui. » avant qu'elle ne reprenne. Je suis Madeleine, votre concierge. Voici vos clés, vous êtes au 6e. Je pris le trousseau en le remerciant avant de lui demander. Dites-moi, le jeune homme qui vient de sortir, est-ce qu'il vit ici ? Gabriel. Oui. Me dit-elle. D'ailleurs, c'est votre voisin. Il n'est là que depuis 1 mois à peu près. Gabriel. Maintenant, j'avais un nom à mettre sur ce visage. Un prénom d'ange pour une beauté angélique. Ça lui allait à la perfection et c'était mon nouveau voisin. J'allais devoir faire bonne impression si je voulais qu'il s'intéresse à moi. C'est pour cela qu'après avoir rangé les quelques affaires que j'avais pu emporter, enfin, le peu de choses qui avaient survécu à l'incendie, je décidai d'aller faire un peu de shopping. Après quelques heures, le jour commença à baisser et les réverbères qui venaient d'être allumés donnaient aux ruelles une atmosphère douce et nostalgique. Je m'engageais sur le long pont qui séparait la ville de mon appartement et qui surplombait le fleuve. Les cygnes et les oies sauvages se posaient sur l'eau que le coucher de soleil agrémentait de jolies teintes rougeâtres et violettes. Je me surpris à esquisser un sourire devant ce joli tableau. Je fus sorti de mes pensées par le bruit d'une bouteille en verre dans laquelle on shoote. Je me retournai brusquement, un vent froid passa près de moi et me fit frissonner. Je ne saurais dire pourquoi, mais je me sentis d'un coup très mal à l'aise, comme observé. Seulement, il n'y avait personne à perte de vue. Pas un piéton, pas un véhicule. Je pressai le pas lorsque j'entendis marcher derrière moi. Je me retournai de nouveau et vis avec stupeur qu'il n'y avait personne. Prise de panique, je serrai mes sacs contre moi et me mis à courir jusqu'à mon immeuble. J'enfilai la clé rapidement dans la serrure, entrai, et je refermai rapidement la porte derrière moi. Je jetai un œil à travers les barreaux et la vitre de la porte, mais je ne vis rien. Je me dépêchai tout de même de rejoindre mon étage. Et lorsque j'arrivai sur mon palier, je vis Gabriel ouvrir sa porte pour déposer un sac sur son paillasson. Je me figeai comme une statue, et il me lança son plus magnifique sourire avec un bonsoir, auquel je ne répondis qu'en levant la main avec un sourire idiot. Je baissai machinalement les yeux vers le gros sac qu'il venait de déposer à ses pieds, et voyant mon regard, il me dit « Oh, ce sont des vêtements pour les plus démunis. Madame Madeleine les récupère chaque semaine. Bonsoir, voisine. » Il referma sa porte. Je levai une nouvelle fois la main, toujours en souriant. Le claquement de sa porte me fit revenir à moi. Mais quel idiote! Le plus bel homme du monde se trouve devant moi, et moi je suis incapable de dire un mot. Il a vraiment dû me prendre pour une folle. Après m'être préparé à dîner, je surfai un temps sur le net et décidai de me coucher tôt ce soir-là. J'avais trouvé plusieurs petites annonces pour différents jobs et je voulais être la première à poser ma candidature. Je mis donc mon réveil à 6h30 et m'endormis rapidement. Cette nuit-là fut des plus horribles. Dans un terrible cauchemar, tout était en feu autour de moi. Mes parents, mes 2 frères au milieu des flammes me suppliaient de les aider. Une main brûlante se posa alors sur mon épaule, me provoquant une douleur atroce. Je vis ma meilleure amie, le visage détruit, ravagé par les flammes, les yeux brûlés. Elle serra mon épaule encore plus fort, ce qui me fit hurler de douleur. Elle ouvrit la bouche que je vis remplie de flammes, telle une fournaise, et elle s'écria avec une voix semblant sortie des enfers, et si forte que mes tympans faillirent exploser. « Regarde ce que tu m'as fait. » Je me réveillai en hurlant, trempé de sueur. Je pouvais presque sentir la brûlure sur mon épaule. Le réveil indiquait 4h20. Je fondais en larmes sans plus pouvoir m'arrêter. Je fus sorti de mon désespoir par une chose qui me terrifiait encore plus. J'entendis une musique qui émanait de l'immeuble. Je n'aurais su dire d'où à cet instant précis. The End of the World de Skeeter Davis. C'était l'une des chansons préférées de ma mère. Je n'avais jamais entendu cette chanson nulle part, si ce n'est lorsque ma mère l'écoutait à la maison. Je fis un bond hors de mon lit et me dépêchai de rejoindre la porte de chez moi pour y coller l'oreille. La musique était bien distincte maintenant. On aurait même dit qu'elle venait de chez Gabriel. Je courus à la salle de bain attraper un peignoir et sortis le plus rapidement possible pour trouver la source de cette musique. Mais lorsque je fus sur le palier, il n'y avait plus rien. J'attendis quelques secondes, mais seul un lourd silence remplissait l'espace. Je fis quelques pas sur la pointe des pieds jusqu'à la porte de Gabriel pour essayer d'entendre quelque chose. Mais chez lui non plus, aucun bruit ne se faisait entendre. Je n'avais pourtant pas rêvé. J'étais sûr d'avoir entendu cette chanson. Mais après tout, peut-être que ce rêve horrible m'avait un peu trop secoué. Le cerveau pouvait nous jouer de nombreux tours après une expérience traumatisante. Il était presque 5h maintenant. Je ne pouvais pas me rendormir après ça. Et après une bonne douche, je décidai de prendre mon petit déjeuner au café du coin et je passai ma journée à faire le tour des agences intérim. Après avoir déposé mon CV chez tous les recruteurs potentiels et traîné un peu, je pris des sushis à emporter pour rentrer chez moi
et m'engager sur ce pont qui ne me rassurait plus après mon expérience de la veille. De plus, la nuit était tombée et un épais brouillard recouvrait alors la rue et la route. Elle était pourtant assez grande, mais bizarrement, il ne s'y trouvait jamais personne. J'avançais d'un pas rapide, lorsqu'arrivé à mi-chemin, j'entendis un long sifflement qui me terrifia. On aurait dit une sirène aiguë annonçant l'arrivée de quelque chose de démoniaque. Je me mis aussitôt à courir et j'allais prendre l'angle pour rejoindre mon immeuble quand je fus arrêté par 2 mains qui me stoppèrent dans ma course. Je poussai un hurlement tout en essayant de me dégager lorsque j'entendis sa voix. « Hé, c'est moi. N'aie pas peur. Je suis désolé. Je vous ai vu courir, j'ai cru que vous aviez un problème. Est-ce que tout va bien ?» Je relevai la tête encore tremblante pour voir que Gabriel se tenait devant moi, ses mains sur mes épaules. Il me fixait avec un regard perplexe et protecteur à la fois. « Est-ce que vous allez bien ?» réitéra-t-il avec un sourire rassurant. J'acquiesçai en hochant la tête et laissai échapper un sourire. Oui, merci. Vous rentriez chez vous, j'imagine. Venez, allons-y ensemble. Sans me laisser le temps de répondre, il se mit à marcher et je le suivis silencieuse. J'avais envie de lui poser 1000 questions, mais je restais subjugué par son charisme et sa beauté. Sans que je ne m'en rende compte, nous étions déjà rentrés dans l'immeuble et avions atteint nos portes respectives. Il allait ouvrir la sienne et dire quelque chose quand je le coupai dans sa lancée. Est-ce que je peux vous offrir quelque chose à boire ? Il me regarda avec un air que je ne saurais décrire et qui me mit mal à l'aise. Pardon, mais je ne peux pas ce soir. J'ai pas mal de travail en retard. Une autre fois, peut-être. Il me sourit à nouveau, et je me forçai à faire de même malgré la déception flagrante qui devait se lire sur mon visage. J'ouvris ma porte, et avant de fermer la sienne, il me lança chaleureusement « Bonne nuit, Céleste. » Je lui répondis la même chose, un peu étonné. Je ne lui avais jamais dit mon prénom, et je n'avais pas encore installé d'étiquette sur ma boîte aux lettres. Comment pouvait-il le savoir ? J'avalai mes sushis rapidement devant un film. Décidément, les 2 derniers jours n'étaient pas de tout repos. Malgré tout, je me sentais mieux ici et je voulais vraiment pouvoir me reconstruire et digérer le passé. Mais une question me perturbait toujours. Comment Gabriel connaissait-il mon prénom ? Bon, après tout, la concierge m'avait donné le sien. Il était là depuis plus longtemps que moi et il avait certainement fait la même chose. J'eus du mal à m'endormir ce soir-là. Il était presque 2 heures lorsque je sombrais dans un sommeil lourd. Je fus réveillé par un cri de femme déchirant le silence paisible de la nuit. J'allumai rapidement la lumière et retenais ma respiration pour me concentrer sur les bruits environnants lorsqu'un 2e hurlement terrible se fit entendre. J'étais terrorisé. On aurait dit que le bruit venait de l'appartement voisin. Sans réfléchir plus longtemps, je pris mon téléphone et faillis le lâcher en voyant l'écran d'accueil. 4h20. Je me forçai à reprendre mes esprits, repris le téléphone et composai le 17. Police, je vous écoute. Quelle est la nature de votre appel ? Une femme est en danger dans l'appartement en face du mien. J'ai entendu ces cris, s'il vous plaît, venez vite. Après avoir pris mon adresse, la personne au bout du fil me demanda de rester enfermé chez moi, qu'ils envoyaient une patrouille immédiatement. Je vérifiai que ma porte était bien fermée et m'assis sur le sol en attendant l'arrivée de la police. Beaucoup de questions me submergeaient. Est-ce que Gabriel était une personne bizarre ? Dangereuse ? Est-ce que ça venait vraiment de chez lui ? Et si je m'étais trompé et que la police débarquait chez lui, il allait me haïr. Moi qui me sentais tellement bien lorsqu'il était près de moi. Je venais peut-être de ruiner la seule chance d'une possible histoire d'amour. J'entendis les sirènes résonner en bas de la rue. Et quelques minutes plus tard, on frappa à ma porte. J'expliquai aux policiers ce que j'avais entendu. Et ils allèrent donc frapper au domicile de Gabriel. Mais personne ne répondit. Ils essayèrent plusieurs fois, en vain. Ils firent donc venir Madame Madeleine, qui conservait un double des clés. Mais une fois à l'intérieur, il n'y avait personne. L'appartement était vide, lumière éteinte, et il était bien rangé. Je me sentais complètement idiote. Tous ces gens dérangés pour rien. Je m'excusai auprès de tout le monde, mais l'un des policiers me précisa que ce n'était pas grave, que j'avais bien fait d'appeler, et qu'il continuera à patrouiller dans le quartier jusqu'au matin. Il me laissa aussi un numéro à appeler en cas d'urgence. Je les accompagnai jusqu'au bas de l'immeuble avec Madame Madeleine. Et avant de remonter, je lui demandai si elle avait entendu quelque chose. Elle me répondit que non, et je lui dis alors que cela venait peut-être de chez quelqu'un d'autre dans l'immeuble. Elle me répondit qu'il n'y avait personne d'autre dans l'immeuble à part nous 3. L'immeuble avait été restauré il y a peu de temps, et tous les logements n'étaient pas encore loués. Cela me fit frissonner. Il était une nouvelle fois plus de 5 heures du matin. Je m'excusai encore une fois auprès de Madeleine, et pris la direction de l'escalier lorsqu'elle m'interpella. « Céleste ! Méfiez-vous de ce garçon. Quelque chose de mauvais se dégage de lui. » Elle rentra chez elle et me laissa seule devant l'escalier. Je commençais vraiment à me sentir mal.
Pourquoi me disait-elle une chose pareille, moi qui le trouvais si charmant? Je pris mon déjeuner, complètement perdu et fatigué. Je n'avais pas pu dormir correctement depuis plusieurs jours. Et cet endroit y était pour beaucoup. J'avais encore plusieurs papiers à faire en ville, des CV à déposer, et je souhaitais découvrir cette nouvelle ville. Un bon prétexte pour passer la journée à l'extérieur. Je me fis un petit resto sur une jolie place en terrasse à midi, et finis ma journée dans une super petite rue commerçante qui se trouvait à l'opposé de chez moi. Après quelques heures de shopping, les magasins allaient fermer, et l'idée de manger dehors à nouveau commençait à faire son chemin dans ma tête. De toute façon, les repas en solitaire chez moi commençaient à me déprimer. Je fus sorti de mes pensées par une main qui se posa sur moi et me fit sursauter. Décidément, à chaque fois que je te vois, je t'effraie. Je suis vraiment désolé. Gabriel se tenait devant moi, souriant comme à son habitude. Je lui demandais, étonné, ce qu'il faisait là. Oh! J'avais simplement un client dans le coin, tu sais. Je bouge beaucoup pour mon travail. J'allais lui demander ce qu'il faisait dans la vie, mais il ne m'en laissa pas le temps. Tu n'as pas faim? Je serais ravi de t'inviter à dîner. Et puis, je dois me faire pardonner pour mon refus d'hier. S'il te plaît, tu ne peux pas me refuser ça. Il me lança un regard suivi d'un sourire qui me fit fondre intérieurement. Et je ne pus qu'acquiescer en lui souriant à mon tour. Il m'emmena dans un charmant petit restaurant qui donnait sur le fleuve. Je n'en appris que peu à son sujet, si ce n'est que son travail consistait à faire signer des contrats. Qu'il aimait les échecs, la littérature, les nuits sans lune, et qu'il était célibataire. Je lui demandai, un peu inquiète, s'il avait été chez lui la nuit dernière. Mais il me dit que non, il avait dû retourner à son bureau. Il avait travaillé tard dans la soirée et avait passé la nuit là-bas. Mon téléphone avait sonné pendant notre repas. C'était ce policier rencontré la veille. Et je profitais d'un instant seul pour écouter le message qu'il m'avait laissé. Il y avait une chose dont il voulait me parler et me demandait de le rappeler. Je remis mon téléphone dans mon sac lorsque je vis Gabriel réapparaître, oubliant complètement ce message. Nous passâmes une bonne heure à déambuler dans un joli parc plein de saules et de fleurs de toutes sortes. Près d'un lac, il me regarda dans les yeux avant de m'embrasser. J'étais aux anges. Cela faisait une éternité que je ne m'étais pas sentie aussi heureuse. Il me raccompagna sur le pas de ma porte, me donna un baiser sur la joue en me souhaitant une bonne soirée, avant de rentrer chez lui. Puis il me dit avec un sourire ravi: « Je suis si heureux que tu aies décidé de venir vers moi, Céleste. » Cette dernière phrase me mit mal à l'aise, sans réellement savoir pourquoi. Mais j'étais subjugué par son charisme et sa beauté. Après cela, je me mis vite au lit et tombai de fatigue. Mais la quiétude de mon sommeil fut vite écartée. J'étais attaché dans une pièce sans fenêtre, un bûcher sous les pieds, et mon corps qui commençait à s'enflammer. Alors que je sentais les flammes me dévorer, je vis mes proches au milieu d'une assemblée qui me regardaient brûler en riant. Je souffrais de plus en plus, alors que les rires se faisaient entendre de plus en plus fort. Avant de mourir de douleur, je vis un homme se tenir devant moi. Il était entouré d'un halo noir et riait lui aussi à plein poumon. Je me réveillais, encore, épuisé par ces cauchemars récurrents. Il était de nouveau 4h20. Et alors que je me reprenais à peine, un cri semblable à celui de la dernière fois déchira le silence. Ni une ni deux, je saisis mes clés et me précipitai dans le couloir. Un nouveau cri se fit entendre, et cette fois, j'en étais sûr, il venait de chez Gabriel. Il y avait un sac noir devant sa porte, des soi-disant vêtements pour les bonnes œuvres. Je m'avançai doucement vers le sac, et il ouvrit délicatement. Je fis un pas en arrière et faillis vomir. Une tête de femme se trouvait à l'intérieur, décapitée et les yeux exorbités. Je mis ma main sur ma bouche pour ne pas crier, je m'enfermai chez moi et composai le numéro que m'avait laissé ce policier. Au bout de 10 minutes, la police était sur place. Après leur avoir expliqué ce que j'avais vu, et malgré que le sac n'était plus sur le palier, ils frappèrent chez Gabriel avant d'enfoncer la porte. Ils le sortirent de son lit, en caleçon. Gabriel dormait et l'appartement était vide. Aucun signe d'altercation, de violence, aucune femme, morte ou vivante. J'étais perdu. Les policiers et Gabriel me regardaient d'un air perplexe. Je ne sais pas s'ils étaient furieux ou s'ils avaient pitié de moi. Je m'excusai une fois de plus, et avant qu'ils ne partent, je demandai à ce policier ce qu'il souhaitait me dire tout à l'heure. Il me répondit en quittant l'immeuble. Oh, certainement rien d'important. J'ai fait des recherches sur votre voisin et son nom ne ressort nulle part. C'est comme si cet homme n'avait jamais existé. Je trouvais ça étrange et je tenais tout de même à vous en faire part. Il quitta l'immeuble
Et après être rentré chez moi, j'ai réussi à dormir quelques heures. J'avais rendez-vous avec le patron d'un restaurant l'après-midi suivant, en vue d'un nouveau travail. J'avais de nouveau passé la journée à l'extérieur et je m'apprêtais à prendre le bus quand je vis une affiche indiquant une grève des transports. J'étais à la sortie de la ville et il allait bien me falloir 1 heure pour rentrer à pied. Alors que je longeais le bord du fleuve, mon casque sur les oreilles, je sentis un vent glacial passer près de moi. Je retirai alors mes écouteurs pour me concentrer. Alors que je ralentissais le pas, un brouillard épais se mit à recouvrir les berges. Entre 2 arbres, je me mis à discerner une silhouette sombre. J'avançai, apeuré, avec prudence, vers ce que je pensais être un homme, prêt à partir en courant à la moindre chose suspecte, lorsque sa voix brisa le silence. Pourquoi as-tu envoyé la police chez moi cette nuit, Céleste? Je restai bloqué sur place, incapable de dire un mot. Gabriel s'avança vers moi, tout en souriant, comme à son habitude. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas fâché. La police m'a dit que tu avais cru entendre des cris et que tu avais eu peur. Je comprends que tu les aies appelés. À ta place, j'aurais fait la même chose. J'allais répondre, mais il me coupa. Les transports ne circulent pas aujourd'hui. Voilà mon taxi. Je te ramène? Il me restait encore au moins 3 kilomètres à faire, alors j'acceptais. Nous nous asseyâmes dans la voiture sans parler. À quelques mètres de l'arrivée, je lui dis doucement que j'étais désolé pour cette nuit, que je me sentais vraiment bête. Il ne me répondit pas et se contenta d'esquisser un petit sourire satisfait que j'eus du mal à interpréter. Nous étions quasiment devant l'immeuble lorsque je vis des lumières illuminer la rue. Et arrivé devant le bâtiment, je constatai avec stupeur que la police était présente, ainsi que les pompiers. Je courus hors de la voiture pour rentrer dans le hall. Le policier qui m'avait laissé son numéro était là. Il dressa le bras devant moi pour m'arrêter. Que se passe-t-il? J'ai le regret de vous annoncer que votre concierge est décédé. Quoi? Mais comment? Lui demandai-je, pétrifié. Apparemment, ce serait une intoxication au monoxyde de carbone. Il est possible qu'il y ait des fuites. Vous ne pourrez pas rester là cette nuit. J'étais complètement prostré. J'avais juste envie de pleurer quand le policier me tendit une carte. Voici l'adresse d'un hôtel. Je vous ai déjà réservé une chambre. Vous pourrez y passer la nuit au calme. Demain, des experts viendront vérifier que tout va bien. Et si tel est le cas, vous pourrez réintégrer votre appartement. Je fus sorti de mes pensées par la voix de Gabriel, que je n'avais même pas vu entrer. Je connais un endroit très bien également. Si tu veux, je t'y emmène. Non, merci. Je crois que je préfère rester seule ce soir. Il lança au policier un regard hautain que je ne lui connaissais encore pas. Et après avoir salué les personnes présentes, nous sortîmes ensemble de l'immeuble pour rejoindre la station des taxis. Je pris le premier en m'excusant pour mon refus, et le justifiant de ma fatigue et le choc que m'avait provoqué la disparition de Madame Madeleine. Il referma la porte de la voiture sans m'adresser un mot. Et mon cœur se serra lorsque je vis ses yeux un dernier instant. Son regard me sembla terrifiant, plein de haine. Un regard sadique, satanique. Ses magnifiques yeux verts semblaient briller dans la nuit. Mon sang se glaça et la voiture démarra. Le chauffeur dut me demander 3 fois où j'allais avant que je puisse lui répondre. Arrivé à l'hôtel, je pris une douche froide. Je n'avais plus les idées claires et je commençais réellement à me poser des questions sur ma santé mentale. Après avoir grignoté quelques biscuits, je pris mon téléphone pour regarder les symptômes d'un empoisonnement au monoxyde de carbone. Nausées, paralysie, plusieurs autres symptômes et parfois hallucinations. C'était donc cela. Le monoxyde de carbone était certainement la cause de mes terribles nuits et des événements étranges que j'avais pu vivre. Je m'effondrais sur le lit, épuisé par tout ce que je venais de vivre. Lorsque j'ouvris les yeux, je vis ma chambre d'hôtel en flammes. La fumée m'empêchait de respirer. Je me mis à ramper au sol pour trouver la sortie, lorsque l'on m'attrapa par chacune de mes jambes. Je vis mes frères qui me tiraient vers eux, un sourire tordu et diabolique aux lèvres. Ils riaient aux éclats d'un rire infernal, en tentant de m'attirer au milieu du chaos. Je poussai un cri d'effroi et me débattais pour me dégager. Je réussis à atteindre la porte d'entrée, et lorsque je l'ouvris, ma meilleure amie se tenait devant moi, le corps encore plus détérioré que lors de mon précédent rêve. Elle me hurla de nouveau de regarder ce que je lui avais fait, avant de fondre littéralement devant moi. Plus aucun son ne sortait de ma bouche, tant l'effroi me paralysait. Terrorisé et en larmes, je rassemblai mes dernières forces pour quitter la chambre. Et lorsque je refermai la porte derrière moi, je vis cette silhouette. Celle qu'il m'avait semblé voir cette terrible nuit où j'avais tout perdu. Mais cette fois, elle était plus distincte.
Je pus voir ses yeux jaunes briller au milieu des flammes et un sourire noir se dessiner sur sa silhouette. Cette fois, ce n'était pas une hallucination. J'avais bien vu quelqu'un. Je fis un bond dans mon lit, trempé de sueur une nouvelle fois, en pleurs et tremblant. Je pris mon téléphone. 4h20. Alors que j'allais me lever pour prendre un verre d'eau, je sentis une main se poser sur mon épaule. Je vis alors Caroline, la peau en lambeaux, des morceaux de chair carbonisée tombant sur le drap et les orbites vides et ensanglantées. Elle se mit à rire, un rire effroyable. Je me jetai du lit, prostré contre un mur, et criant de toutes mes forces que l'on me vienne en aide. Lorsque j'ouvris de nouveau les yeux, tout était de nouveau normal. Sauf que là, ce n'était plus un rêve. J'étais bien éveillé. Je ne pouvais plus vivre comme ça. Je pris le premier bus pour l'hôpital. Mon cerveau me jouait des tours, c'était certain. Je commençais à devenir folle. Mon organisme était peut-être empoisonné à cause de ce gaz. Après plusieurs examens et plus de 4 heures d'attente, une infirmière me fit signe de la rejoindre lorsque mon téléphone sonna au même instant. C'était ce policier. Il m'annonça que les analyses de mon immeuble s'étaient avérées être bonnes. La fuite de monoxyde ne devait concerner que le logement de Madame Madeleine. Il n'y avait aucun risque et je pourrais y retourner le soir même. Je le remerciai rapidement et je raccrochai en voyant le médecin arriver vers moi. Il prit mes résultats en main et me précisa que tout allait bien. Tout était normal et je ne présentais aucun signe d'empoisonnement quelconque. J'acquiesçai, remerciai le personnel et je pris le long couloir pour rejoindre l'ascenseur. Lorsque j'entrai à l'intérieur et appuyai sur le bouton du rez-de-chaussée, je vis surgir le médecin d'une des salles. Il leva la main en ma direction et me dit fortement « Mademoiselle, j'allais oublier. Faites attention à cette brûlure, cela pourrait s'infecter. » Je restai figé alors que les portes métalliques se refermèrent devant moi. Mon sang était glacé et je me mis à trembler. J'avais trop peur de comprendre ce qu'il voulait dire. Je me mis dos au miroir et baissai doucement mon pull au niveau de l'épaule. Je faillis laisser échapper un cri d'horreur. 4 brûlures semblables à des traces de doigts marquaient mon épaule, à l'endroit même où mon ami avait posé sa main dans mon hallucination. Je me laissai glisser le long du mur de l'ascenseur avant de m'effondrer au sol, la tête entre les mains. J'étais complètement perdu, désespéré. La cloche de la machine me fit me redresser. Je quittai l'hôpital et pris un taxi jusque chez moi. J'allais payer ma course lorsque le chauffeur se retourna. Il n'avait plus d'yeux, il ouvrit sa bouche pleine de flammes et se mit à rire hystériquement. Je me mis à hurler et sortis en courant du véhicule. Je courus le plus vite possible jusqu'à mon immeuble. J'entrai dans le hall et vis Madeleine sur le pas de sa porte, à moitié décomposée, qui elle aussi riait diaboliquement. Je montais les marches 4 à 4 et m'enfermais chez moi avant de me blottir contre un mur, complètement affolé et en pleurs. J'entendais frapper à la porte, les voix de mes parents et de mes frères me hurlant d'ouvrir. Je serrais mes mains contre mes oreilles, les suppliant de partir. D'un coup, le feu se mit à prendre partout dans l'appartement. Je me précipitai vers les fenêtres, mais tout était impossible à ouvrir. Ma famille était à présent dans la pièce, riant si fort que je croyais que mes tympans et ma tête allaient exploser. J'étais à présent en boule, hurlant pour que tout cela s'arrête, suppliant et pleurant toutes les larmes de mon corps. Ma famille et ma meilleure amie, mais aussi Madame Madeleine, dansaient et riaient en présent au milieu du feu, me touchant par moments avec leurs mains brûlantes, ce qui me laissait d'atroces marques douloureuses à chaque contact. C'était plus que ce que je ne pouvais tolérer, et j'étais à bout de force autant physiquement que moralement. Je suppliais alors à voix à peine audible une dernière fois, et là, tout s'arrêta. Les lumières se rallumèrent et tout redevint normal. Je m'essuyai les yeux et m'apprêtais à les ouvrir lorsque l'on se remit à rire. Un rire moqueur et sadique qui résonnait dans toute la pièce. Je vis au fond de la pièce un homme qui se tenait devant moi. C'était Gabriel. Qu'est-ce que tu fais là et qu'est-ce que tout ça veut dire? Il riait toujours de plus belle. Il se reprit un instant avant de me répondre. Tu n'as pas payé ton dû, Céleste. Je viens récupérer mes intérêts. Je le regardais perdu. Où voulait-il en venir? Et avant que je ne puisse rétorquer quoi que ce soit, il renchérit. Tu m'as appelé et je suis venu. Mais tu n'as pas respecté le contrat. Tu ne m'as pas apporté le sacrifice que j'exigeais. Et la règle était formelle. 4h20. C'était il y a 2 mois. Tu avais 2 heures. Et tu as rompu le pacte que tu as toi-même prononcé. À présent, et depuis ce jour, je suis en droit de prendre tout ce que je veux. C'était dans le contrat. Tu ne te rappelles pas? Ah oui. Il est vrai que tu maîtrises mal le latin. Quelle idée de se livrer à des invocations sans savoir qui l'on appelle.
ni pourquoi. J'étais en larmes. Je ne pouvais dire un mot. Gabriel me regardait avec un sourire ravi. Dans un flash, je me remémorais les derniers mots de ce rituel, le soir du drame. Vacad vobis liberum Elgirab. Elgirab, c'était son nom. Vacad vobis liberum Elgirab. Tu es libre, Elgirab. Elgirab. Gabriel. Non. J'étais tétanisé par la peur. Et les yeux de Gabriel se mirent à briller d'un jaune feu. Il se remit à rire. Tout était de ma faute. Qu'avais-je invoqué? Qu'avais-je fait? Je le suppliais de me laisser en vie, de me laisser tranquille. Il avait pris un malin plaisir à me torturer toutes ces journées. Et il m'avait déjà pris tout ce que j'avais dans ce monde. Il cessa doucement de rigoler, s'accroupit devant moi, et me dit en souriant et en caressant délicatement ma joue. Je ne vais pas te tuer. Tu dois payer le prix du pacte que tu as rompu. Et je suis seul à décider du montant. Cela faisait si longtemps que je n'avais pas arpenté votre monde. Je ne te remercierai jamais assez pour cela. Sache que mon nom a une signification dans ma langue, qui est, malheureusement pour toi, aujourd'hui disparu. Il signifie le tourment. Son rire résonna à travers toute la bâtisse. Son visage était pâle. Il continua dans un fou rire hystérique avant de se stopper. Profite bien des quelques temps de répit que je t'accorde. À présent, nous sommes seuls ici. Toi et moi. Et je crois que nous allons beaucoup nous amuser. Avoir écarté cette idiote de concierge était réellement indispensable finalement. Je reviens vite, ne t'en fais pas. Alors qu'il disparut comme par magie en riant sataniquement, j'attrapai un carnet et un stylo sur une petite commode devant moi. Voilà ce que vous deviez savoir, avant que je ne sombre dans la folie et ne sois plus en mesure de communiquer. De toute façon, je ne tiendrai pas longtemps face à lui. Je dois me dépêcher, mais aussi vous mettre en garde contre cet être maléfique qui porte le nom d'Elgirab. Car au moment où je termine ce récit, j'entends que se rapproche et se fait entendre de plus en plus fort cette chanson. The End of the World.